Voilà. Alors, système nerveux végétatif. Vous vous rappelez, on avait peut-être fait un petit peu en introduction, où on avait parlé dans l'organisation du système nerveux central, on avait parlé du système nerveux qui était somatique, d'un côté, et donc conscient, et du système nerveux autonome ou végétatif, bien sûr, ou viscéral, tout ça c'est pareil, viscéral, autonome, végétatif, voilà, qui dépend beaucoup moins de la conscience. Bon, il y a une petite interaction quand même, mais enfin, c'est quand même beaucoup moins dépendant de la conscience. Bon. L'objectif réel de ces systèmes, c'est de vous soulager dans les grandes régulations de vos systèmes internes, c'est-à-dire de réguler l'homéostasie. Régulation du milieu intérieur, contrôler l'homéostasie. C'est donc constance du milieu intérieur par définition de l'homéostasie. Et donc, pour assurer une homéostasie dans toutes les circonstances, il faut que le système, non seulement il ait une action en situation basale, repos, mais aussi en situation de stress. Donc, soit en situation basale, au repos, soit en situation de stress. Et pour contrôler tous ces systèmes, il nous faut deux sous-systèmes, le sympathique et le parasympathique, qui vont agir ensemble. Et ils agissent toujours ensemble. Alors ça c'est tout à fait important d'avoir compris qu'ils agissent toujours ensemble, puisque lorsque on a, je regarde par exemple sur l'œil, c'est le problème de la pupille, eh bien on a le sympathique qui agit, on a le parasympathique qui agit, voilà, et je rappelle que les nerfs crâniens, NC, s'ils sont végétatifs, ils sont parasympathiques uniquement. Il n'y a pas de nerf crânien sympathique. Bon. Eh bien, lorsqu'un nerf crânien est lésé, comme le 3 par exemple, qui contrôle le myosis, le 3, parasympathique c'est le myosis, donc là normalement, le 3 entraîne un myosis, normalement. Bon. Eh bien, lorsque le 3 est lésé, parasympathique n'agit plus, il ne reste que le sympathique. Et c'est pour ça que vous avez une mydriase qui n'est que le simple effet du sympathique qui, lui, continue son action. C'est tout. C'est la lésion du 3 laisse apparaître l'effet du sympathique, qui est la mydriase. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de savoir qu'il y a toujours un double tonus sur tous les organes. Le cœur, c'est pareil. Il y a le sympathique et le parasympathique qui agissent ensemble. Bon. En fait, vous avez en plus un dernier système qui est le système nerveux entérique. Et là, on va laisser tomber, c'est avec des plexus nerveux, voilà, dans le système digestif. Et là, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc, voici l'organisation générale de ce système nerveux végétatif et sa place dans la hiérarchie anatomique et fonctionnelle. Donc, j'ai un système nerveux central, de manière globale, c'est tout l'axe nerveux, le névraxe, voilà, qui va des hémisphères là-haut, hémisphère droit et gauche, jusqu'à en bas la moelle spinale, comme indiqué sur mes grandes boîtes. Et puis, j'avais placé sous le cortex, bon, j'ai pas mis le système limbique, bon, il doit y être normalement, je l'ai sauté, et il y a juste l'hypothalamus qui se retrouve ici, qui est très important, car on a vu tout à l'heure que l'hypothalamus possédait des centres, des noyaux, qui contrôlaient ensuite le sympathique et le parasympathique. Donc il y a des grands centres de commande qui partent de l'hypothalamus. Et les différents noyaux maintenant du système nerveux végétatif, eux, ils sont situés dans le tronc cérébral et dans la moelle spinale. Alors qu'est-ce que c'est un noyau végétatif du tronc cérébral ou de la moelle? C'est tout simplement que nous sommes exactement
comme dans le cadre habituel des contrôles des systèmes. Alors avant, nous, ce qu'on connaissait, c'est le contrôle des systèmes moteurs, des muscles. Donc on avait de la moelle, on avait un neurone, le motoneurone, qui allait aux muscles. Bon, et bien là, on a un système qui va commander la fréquence cardiaque, le cœur, ou le diamètre des bronches, etc. Et donc on a un neurone qui sort de la moelle spinale, qui vient de la moelle spinale, et son corps cellulaire est dans la corne latérale, par exemple, pour le système sympathique. Alors, système sympathique, ici, on va avoir des centres, les centres sympathiques, dans la corne latérale. Donc, sympathique égale corne latérale. Bien sûr, pas partout. Vous vous rappelez, on en avait parlé, c'était dans la moelle thoracique et dans la moelle lombaire, thoraco-lombaire. Pour la corne latérale. Alors, vous voyez que ce qu'on va décrire aujourd'hui, c'est que cette fois-ci, c'est pas juste un neurone qui va à la cible. Non, c'est deux neurones. Proto, deux tau. Premier neurone, deuxième neurone. Donc le premier neurone, qui va être un neurone viscéromoteur, ici, viscéromoteur, je commande des viscères à la périphérie, eh bien, il y a un premier neurone qui est le neurone pré-ganglionnaire, car effectivement, ces neurones qui sortent des centres, les centres, j'ai dit, c'est les corps cellulaires de ces neurones, tout simplement. Donc, ces premiers neurones, issus donc des centres du tronc cérébral et de la moelle, atteignent un ganglion. Alors, on verra lesquels tout à l'heure. Bon, ce ganglion, essentiellement, c'est la zone relais avec le deuxième neurone de la voix, donc avec le neurone préganglionnaire et le neurone postganglionnaire, c'est le relais, et c'est pour ça qu'il y a un ganglion, c'est qu'il y a les corps cellulaires du deuxième neurone, qui forment le renflement qu'on appelle ganglion. Et donc, on a des synapses du premier neurone, les axones du premier neurone, viscéromoteur, qui font leur jonction avec le corps cellulaire du neurone post-ganglionnaire. C'est alors ce deuxième neurone post-ganglionnaire qui va aller vers la cible, qui est l'organe, bien sûr. C'est l'œil, c'est la pupille, c'est le muscle lisse d'un vaisseau, les muscles lisses des bronches, etc. Les muscles lisses de l'estomac, etc., etc. Voilà. Et alors, que l'on soit dans le système sympathique ou dans le système parasympathique, c'est toujours pareil, on a la même organisation du système viscéromoteur. Moi, je ne parlerai uniquement que du système viscéromoteur, parce que d'abord, il est bien organisé, on sait le décrire, on le connaît bien. Par contre, il est clair qu'il y a un retour de la cible, qui retourne ici, alors il doit y avoir un ganglion, sensitif, viscéro-sensitif, et là c'est beaucoup moins connu, et vous verrez en général dans tous les bouquins, on ne parle que des efférences avec leur ganglion viscéromoteur, mais on ne parle pas du retour viscéro-sensitif, même s'il existe. Bon, alors allons un peu plus loin, et maintenant qu'on a cette vue globale, on rentre, il y a encore aussi, toujours d'une manière globale, les aspects biochimiques dans les deux systèmes. Alors, puisqu'on vient de voir que l'organisation générale, c'est qu'il existait une chaîne de deux neurones viscéromoteurs, un neurone pré-ganglionnaire et un neurone post-ganglionnaire, eh bien ces deux neurones ont des caractéristiques biochimiques différentes. Voici comment ça se passe. Pour le système parasympathique, le premier neurone, le neurone pré-ganglionnaire, c'est un neurone qui est essentiellement cholinergique. Donc, acétylcholine, c'est le neurone préganglionnaire. Alors là, vous avez de la chance, parce que de manière, que ce soit le système sympathique ou le système parasympathique, le premier neurone est habituellement toujours cholinergique. Donc j'ai mis ici, pour le neurone préganglionnaire, mais cette fois-ci du système sympathique, voilà, c'est encore une fois l'acétylcholine. Ensuite, si je regarde du côté du neurone post-ganglionnaire, c'est-à-dire action sur la cible, là effectivement il y a une grosse différence, puisque le neurone
parasympathique est toujours cholinergique. Hein, le deuxième neurone postganglionnaire, il est toujours cholinergique, acétylcholine. Et par contre, la grande différence, c'est que le système de stress, le système sympathique, lui, le deuxième neurone sera noradrénergique. Voilà la grande différence. Donc le premier ganglion, le premier relais, le premier ganglion, il n'y en a qu'un de toute manière, il est toujours cholinergique. Premier neurone cholinergique, deuxième neurone fait la différence. Soit cholinergique, soit noradrénergique. Commençons par le système sympathique et regardons où sont situés les centres qui, je le rappelle, sont eux-mêmes sous le contrôle de l'hypothalamus par des voies descendantes qui partent de l'hypothalamus et qui contrôlent tout ça. Eh bien, le système sympathique, les centres sont dans la corne latérale, situés dans la corne latérale de la moelle spinale. Or, vous savez très bien que la corne latérale, elle n'est présente que dans la moelle thoracolombaire. Donc voici, ici, j'ai mis les niveaux admis à peu près par tout le monde, T1 et L3. Alors parfois vous verrez que le premier centre, il est en C8-T1, le centre cilio-spinal de Budge. Mais bon, c'est pas grave, c'est surtout T1 hein, où ça commence, même si ça déborde un petit peu au-dessus. Donc T1 et L3, hein, ce sont tous les segments de moelle, hein, de la moelle thoracique et de la moelle lombaire, où on trouve une corne latérale et donc des neurones préganglionnaires, viscéromoteurs, donc, hein, préganglionnaires, sympathiques. Voilà. Et ce petit noyau qui est très externe, ici, c'est le noyau qu'on appelle en fait intermédio-latéral. Bon, c'est la corne latérale, noyau intermédio-latéral. Voilà. C'est ce neurone ici, neurone préganglionnaire. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors d'abord, il va y avoir un relais dans un ganglion avec un deuxième neurone. Déjà, on sait que ces ganglions sont très loin des cibles. Ça va être une énorme différence avec le parasympathique. Parce qu'on va décrire deux chaînes de ganglions. La chaîne des ganglions qui sont latéraux-vertébraux, de chaque côté des vertèbres, et la chaîne de ganglions qui est en avant des vertèbres. Donc, excusez-moi. Voilà. Une chaîne qu'on va appeler prévertébrale en avant des vertèbres. Et ici, on a des ganglions. Là, c'est prévertébral. Et là, c'est la chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale. Latéro-vertébrale. Donc, vous imaginez la vertèbre, hein, donc avec les apophyses articulaires, comme ça, sur le côté, hein, enfin articulaires transverses, pardon, sur le côté, hein, le corps de la vertèbre en avant. Hein, donc il y a une chaîne de ganglions prévertébrale en avant de la vertèbre, et puis il y a deux chaînes latéro-vertébrales comme ça. Donc, que vont faire vos axones de neurones pré-ganglionnaires et post-ganglionnaires? Je pars ici, donc j'ai une moelle spinale, l'avant, l'arrière. Bon là je l'ai mis dans ce sens-là, hein, qui est pas habituel. Et on va partir de la corne latérale. Ici, on a nos axones qui ont deux possibilités. Alors, première possibilité, les axones vont emprunter, alors comme d'habitude, la racine ventrale. Je vais peut-être changer de couleur parce que sinon on ne voit pas bien. La racine ventrale. Normal, c'est viscéromoteur. Donc vous voyez que dans une racine ventrale, vous pensez d'habitude motoneurone, hein, la motricité volontaire, somatique. Mais en fait, il y a aussi quelques fibres végétatives dans ces niveaux thoracolombaires. Et puis, cet axone, tout d'un coup, dans le nerf rachidien, très vite là, hein, après la réunion entre racine dorsale et ventrale, tout d'un coup va quitter cette racine pour emprunter ce qu'on appelle ici le rameau communicant blanc. Le rameau communicant blanc. Bon, qu'est-ce que c'est? Il est blanc parce que ce neurone pré-ganglionnaire, il est un peu myélinisé. Alors, c'est pas grosse fibre très myélinisée, mais il est un peu myélinisé. Donc, le rameau apparaît comme blanc. C'est un rameau
qui va réunir le nerf rachidien, que vous avez ici, le nerf rachidien, il va le réunir au ganglion. Donc le but, c'est d'atteindre le ganglion. Le ganglion, ici, par exemple, latéro-vertébral. D'accord? Le rameau communicant blanc, donc ce sont les axones pré-ganglionnaires qui cheminent vers le ganglion. Hein? Tous ces axones qui vont former un petit rameau jusqu'au ganglion. Bon. Arrivé au ganglion, bon, c'est une chaîne de ganglions, évidemment. Hein. Vous savez, il y a le ganglion cervical supérieur, cervical moyen, cervical inférieur, thoracique supérieur, etc. Il y a un ensemble de ganglions. Hein. Arrivé au ganglion, que peut-il faire? La première possibilité, puisque c'est le rôle du ganglion, c'est de faire synapse avec le corps cellulaire du deuxième neurone, le neurone post. C'est pour ça qu'il y a un ganglion, c'est parce qu'il y a des corps cellulaires dedans, c'est les corps cellulaires du neurone post-ganglionnaire qui donnent du volume. Alors, ce neurone post-ganglionnaire va quitter le ganglion par un petit rameau, mais ce deuxième neurone, lui, il est pas myélinisé, de petit calibre, non myélinisé. Ce qui fait que, partant du ganglion, on a un rameau communicant gris, cette fois-ci. Hein, ça, c'est le rameau communicant gris, est formé par les axones, rameau communicant gris. Donc là, ce sont les, je vais écrire en rouge parce que ça sera plus lisible, ce sont les axones, en fait, du neurone post-ganglionnaire et qui ne sont pas myélinisés, non myélinisés. D'accord? Donc, il retourne à la racine, enfin, au nerf rachidien, et puis après, bon, hop, il emprunte les nerfs. Il y a donc bien une composante végétative dans les nerfs qui vont partir ensuite vers la périphérie. D'accord? Ça, c'est la première possibilité, hein, c'était, je fais relais dans le ganglion, c'est son rôle, de toute façon, je fais relais dans le ganglion avec le neurone post-ganglionnaire, qui va ensuite former le rameau communicant gris en retour pour rejoindre à nouveau la racine, enfin le nerf rachidien. Maintenant, bien sûr, il n'est pas obligé de faire relais tout de suite dans ce ganglion. Parce que je viens de vous dire quelque chose qui aurait pu être choquant. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a des ganglions cervicaux. J'ai dit, mais c'est aberrant, puisque j'ai des ganglions cervicaux, mais je n'ai pas de corne latérale dans la moelle cervicale. Alors, d'où viennent en fait les neurones préganglionnaires? Ils viennent de la moelle thoracique, comme ici, moelle thoracique, et au lieu de faire relais dans ces ganglions, un ganglion thoracique par exemple, eh bien, ils vont rentrer, rameau communicant blanc, et au lieu de faire relais dans ce ganglion-là, ils vont remonter vers les ganglions qui sont au-dessus, hein, les ganglions cervicaux supérieurs. Donc c'est la moelle thoracique qui envoie, dans la chaîne ganglionnaire, envoie son neurone pré-ganglionnaire vers les ganglions cervicaux. Et là, relais avec le neurone post. Hein. C'est pour ça qu'on a des ganglions cervicaux et pas de corne latérale cervicale. Pas de centre sympathique cervicaux. Voilà. Alors, ça, c'était une deuxième possibilité, c'est de traverser le ganglion pour faire relais dans un ganglion sous-jacent. Autre possibilité, troisième possibilité, c'est de traverser le ganglion. Voilà, je vais continuer. Traverser le ganglion pour faire relais, cette fois-ci, dans le ganglion prévertébral, celui qui est en avant de la vertèbre. Alors ces ganglions sont autour de l'aorte en général. Hein. Donc, voilà, c'est toujours le neurone préganglionnaire. Il arrive au ganglion prévertébral et là, relais avec le neurone post-ganglionnaire. Neurone post-ganglionnaire. D'accord ? Voilà le principe général, tout simplement, qui vous explique que les chaînes ganglionnaires peuvent être à des niveaux de moelle où il n'y a pas de centre sympathique.
Simplement, les axones qui les alimentent viennent de la moelle sous-jacente, viennent de la moelle thoracique pour les ganglions cervicaux. Alors vous voyez que du coup, les cibles, d'abord, sont très variées. Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée. Hein. C'est tous les viscères, de toute manière, qui sont les cibles. Alors ici, j'ai mis le sympathique de ce côté, et tout à l'heure, on va voir le parasympathique. Hein. Comme on voit très bien, vous avez le sympathique dans la moelle thoraco-lombaire, alors que le parasympathique, il forme une parenthèse, puisqu'il est dans le tronc cérébral en haut, c'est les nerfs crâniens, et il est dans la moelle sacrée, parce qu'il faut commander quand même tout le petit bassin, hein, tout ce qui est sphincter, etc., au niveau du petit bassin. Voilà. Alors après, il existe une double innervation, comme je l'ai dit au début. Donc quand vous prenez un organe, le cœur, vous avez à la fois son innervation sympathique, mais aussi son innervation parasympathique. Ce dessin vous montre des choses intéressantes. Il vous montre où sont les ganglions. Eh bien ici, vous voyez, ça, c'est les chaînes de ganglions qu'on voit là. C'est des chaînes de ganglions. C'est-à-dire que là, on a les deuxièmes neurones. Ça, c'est les deuxièmes neurones qui partent de ces ganglions. Ça veut dire que les ganglions sont éloignés des cibles. Les ganglions éloignés des cibles, par exemple, le long des vertèbres ou le long de l'aorte. Et après, le deuxième neurone, le neurone post, il est long et il arrive à la cible lointaine. Par contre, quand vous regardez, je vais le faire dans un instant, le système sympathique, vous apercevez que le premier neurone qui part du tronc cérébral, par exemple, il est très très long et que le relais, il est intramuros. Le ganglion parasympathique, lui, il est dans l'organe. Il est intramuros. Donc dans ou près de, hein, donc très proche de l'organe. Voilà. Alors, vous voyez que pour le sympathique, les ganglions, vous en avez plusieurs. Vous avez en général le ganglion cervical supérieur, le moyen qui peut plus ou moins exister, et puis un ganglion qu'on appelle en général stellaire, parce que c'est la fusion entre le cervical inférieur et le thoracique. Bon, donc ça c'est un premier point. Ensuite, vous avez des ganglions thoraciques, une dizaine, des ganglions lombaires et des ganglions sacrés. Donc 4 et 4. Vous voyez, on se rapproche un peu des segments, hein, lombaires et sacrés. Mais ce que vous remarquez, c'est que ces ganglions débordent largement l'origine, puisque l'origine, on avait vu, elle était en T3, ici, et l'origine ne descend pas plus bas que lombaire. Donc je vous avais mis ici, hein, T1, L3, T1, L3, j'ai dû faire un lapsus d'ailleurs, T1, L3, merci. Donc T1 jusqu'à L3, alors que les ganglions, eux, redescendent largement avec des ganglions sacrés. Ça veut dire que c'est la moelle lombaire qui envoie les premiers neurones préganglionnaires aux ganglions qui sont sacrés. Voilà. Alors, regardons ces ganglions prévertébraux juste pour vous les montrer par rapport à l'aorte. Et vous voyez que parmi eux, vous avez de très nombreux ganglions qui se situent autour des branches de l'aorte. Donc c'est pour ça qu'on a ces différents ganglions qui sont ganglions cœliaques. Ganglions cœliaques. Donc voilà, la flèche noire là qui est ici. Donc vous avez les ganglions mésentériques supérieurs, c'est l'artère mésentérique supérieure, mésentérique inférieure, hein, et puis les plexus hypogastriques qui sont supérieurs et inférieurs. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails. Simplement, les nerfs qui vont relier au niveau thoracique les ganglions latéraux vertébraux et prévertébraux, eh bien, ces nerfs-là sont appelés des nerfs splanchniques. Hein, ce sont les nerfs qui sont ici, entre les chaînes latéraux-vertébrales et prévertébrales, au niveau donc thoracique. Vous avez le nerf ici splanchnique majeur et les nerfs splanchniques mineurs, voilà, qui relient ces chaînes ganglionnaires.
Peut-être qu'en anatomie générale, on vous en a parlé un petit peu. Voilà. Alors, dans l'atteinte du sympathique, on peut avoir dans l'atteinte de ces chaînes sympathiques un syndrome qui est le syndrome de Claude Bernard Horner. Hein, où vous avez, vous le verrez en sémiologie, myosis, ptosis et pneuphthalmie. Hein, vous connaissez apparemment, c'est cette triade. Eh bien, ça peut être lié à une atteinte de la moelle, bien sûr, où il y a les centres sympathiques. Ça peut être lié aussi à une atteinte d'un ganglion, etc. Et n'oubliez pas, parce que les ganglions cervicaux, à quoi ils servent? Les ganglions cervicaux, ils vont donner les nerfs sympathiques destinés à la tête, l'innervation sympathique des yeux, l'innervation sympathique de l'extrémité céphalique. Il faut que ces nerfs rentrent dans le crâne par un moyen quelconque. Alors pour rentrer dans le crâne, les nerfs sympathiques issus des ganglions cervicaux vont former un réseau, pour ne pas dire plexus pour éviter cette réaction, quand même il fallait le faire, vont donc emmailloter complètement l'artère carotide interne, et du coup, comme l'artère pénètre dans le rocher, dans le canal carotidien, eh bien, en même temps, le sympathique pénètre aussi dans le crâne et va pouvoir, en accompagnant la carotide, va pouvoir ensuite donner ses branches pour, par exemple, l'orbite, où vous avez toute une innervation sympathique au niveau du contenu de l'orbite. Voilà. Alors, dernier point, et c'est presque fini, parce que là, il n'y a pas beaucoup à dire, c'est le système nerveux parasympathique. Alors, ce système nerveux parasympathique, eh bien, on va le revoir, on l'a déjà vu un peu tout à l'heure. Il présente la même organisation. Quelles sont les grandes différences? Regardons ensemble. La grande différence, c'est les centres parasympathiques viscéromoteurs sont situés d'abord dans le tronc cérébral et aussi dans la moelle sacrée. Ça, c'est la première différence. Dans le tronc cérébral et la moelle sacrée. Dans le tronc cérébral, ces neurones préganglionnaires, ce sont tout simplement des noyaux végétatifs des nerfs, les noyaux végétatifs des nerfs crâniens. Alors ici, je vous ai cité tous les nerfs crâniens qui présentent une composante végétative, donc qui ont une commande viscéromotrice. Hein. Il s'agit, le 1 et le 2, il n'y en a pas, puisque c'est le nerf olfactif et le nerf optique. Le 3, il a un noyau qu'on appelle le noyau d'Edinger-Westphal, là en plein milieu, ici, impair et médian. Eh bien, c'est le noyau qui va entraîner le myosis au niveau de la pupille, donc le noyau du 3. Pour le 7 bis, le 4, il n'y en a pas, le 5, il n'y en a pas, le 6 non plus, c'est moteur pur. Donc, on arrive au niveau du 7 bis, et là, vous avez le noyau salivaire, puisque vous savez que là, on a une commande végétative, la salivation. Vous avez les glandes sublinguales, sous-maxillaires, qui doivent être commandées, des glandes accessoires, etc. Donc, il faut plusieurs noyaux salivaires. Salivaire inférieur, ici pour la parotide. Salivaire supérieur pour toutes les glandes lacrymo-muconasales, entre autres, et donc pour les autres glandes salivaires que j'ai citées tout à l'heure. Voilà. Et puis, vous arrivez à un très important noyau ici pour le thorax et l'abdomen. Tous les organes du thorax et de l'abdomen sont sous la dépendance parasympathique du 10. C'est pour ça que le 10, on l'appelle le nerf pneumo-gastrique. Parce que la composante parasympathique du 10 va entraîner la bradycardie, la bronchostriction, etc. Donc toutes les commandes du péristaltisme aussi, les sécrétions digestives, etc. Donc c'est le 10, c'est le noyau dorsal du vague, en fait, qui va le commander. Voilà. Alors ça, c'était pour les commandes
issus du tronc cérébral. C'est les noyaux des nerfs crâniens, les parties végétatives des noyaux des nerfs crâniens. Mais on a vu qu'il y avait des centres aussi au niveau médulaire. C'est dans la moelle sacrée. Donc deuxième grande région, c'est dans la moelle sacrée. Voilà, deuxième région, dans la moelle sacrée. Et là, on a les neurones parasympathiques de la moelle sacrée qui commandent les régions du petit bassin, notamment les sphincters. D'accord ? Les contrôles de la vessie, contrôle de la miction, etc. Voilà. Enfin, le point tout à fait essentiel, c'est de se rappeler que quand on part du nerf, le premier neurone est très long et que, voilà, le ganglion qui est ici, il est près de l'organe. Soit intramuros, soit près de l'organe, hein, et donc le deuxième neurone postganglionnaire est un neurone très court, hein, par rapport au neurone préganglionnaire. Ça, c'est une grosse différence, et je terminerai simplement pour vous dire, il y a quelques pathologies du système nerveux végétatif. En dehors du fait que il vous sert tout le temps, parce que dès que vous êtes un peu stressé, c'est lui qui vous rend pâle, qui vous fait la tachycardie, les troubles digestifs, tout ce que vous connaissez très bien, je suppose, en cas d'examen, mais que l'atteinte de ces petites fibres qui sont, vous l'avez vu là, aussi, qui accompagnent les nerfs, le nerf médian, le nerf cubital, etc., parce que vous avez vu là qu'il y avait une partie du sympathique qui était dans les nerfs, eh bien, quand on a des traumatismes, et pas forcément des gros traumatismes, on peut avoir une lésion de cette innervation végétative et entraîner quelque chose qui est très gênant. Ce sont des algodystrophies et surtout des causalgies, c'est des douleurs vraiment très très gênantes et des troubles trophiques, parce que du coup le calibre des vaisseaux, hein, la sudation, tout se modifie, la peau devient sèche, les douleurs surviennent de manière vraiment très très gênante, avec des arrêts de travail, avec des gens qui n'arrivent plus à travailler, leurs membres, la peau se modifie, les ongles deviennent cassants, etc., hein, liés à cette commande végétative qui qui est pathologique. Voilà. Et alors, il y a un phénomène que vous connaissez très bien, c'est le phénomène de Raynaud, où les gens se retrouvent avec des doigts tout rouges, ils passent par des phases très rouges, puis des phases très bleues. C'est des problèmes de vasoconstriction anormale, et qui sont liés aussi à cette commande végétative. Voilà, on terminera là-dessus.